Saône, ce soir-là, était incandescente au soleil couchant. La ville de Châlons mirait dans les dernières clartés de la rivière, ses flèches et ses toits. C'était un soir de début d'été, et les vignes alentours étaient pleines de promesses. Je roulais vers le sud, imprégné de cette mélancolie que donnent souvent les très beaux soirs d'été. J'avais traversé au long de ma route d'inoubliables villages au nom héroïque. Un passé encore trop proche avait fait renaître en moi le souvenir d'hommes, de femmes et d'enfants, dont beaucoup auraient pu voir ce ciel d'or et de pourpre, mais que seule la brise aujourd'hui caressait la croix de leur tombe. J'arrivais au village de Lus qui n'était pas mon but, mais que j'avais à traverser, et c'est alors que j'aperçus à travers les branches d'un saule pleureur une maison bien connue. À l'une de ses croisées brillait déjà une lumière tamisée par un volet, et l'envie de m'arrêter me saisit soudain. C'était la maison d'un homme qui pour beaucoup avait été un exemple, un guide, souvent un chef, toujours un compagnon. C'était la maison d'André Jarreau, le gigantesque et rude ami d'une épopée glorieuse. Je frappais à lui. L'instant d'après, dans le rectangle lumineux de la porte ouverte, m'apparut André Jarreau. Torse à demi nu, le visage barbouillé de mousse à raser, le blaireau à la main, il m'apparaissait tel que je le connaissais depuis longtemps. Grand, fort, simple, humain. « Qu'est-ce que tu fais là ? Je te dérange ? Entre donc, mon vieux, quel bon vent ! Je passais, j'ai vu de la lumière, je me suis hasardé. Rien d'autre que le plaisir de te dire bonsoir, en vitesse. » Je me trouvais chez lui dans un aimable désordre. Valises béantes, journaux, livres, revues, pêle-mêle sur sa table, tout Jarreau était là. « Laisse-moi finir de me raser, prends un verre, serre-toi. » Ce que je fis, avec le vif plaisir qui me donnait son accueil, sans façon. « Boulot, ça marche ? Ça marche. » Frais, toujours jeune, dispo, André Jarreau s'asseyait devant moi, faisant d'un revers de sa large main, dans le désordre de sa table, une place pour son verre. La chemise entr'ouverte, coude sur la table, il m'apparaissait gigantesque, toujours aussi redoutable qu'il l'avait été aux ennemis d'autrefois. « Dis-moi, André, revois-tu toujours tes copains, ceux du temps où tu n'aurais pas ouvert la porte avec cette tranquille assurance de tout à l'heure ? » « bien sûr, mais pas aussi souvent qu'on le souhaiterait, que veux-tu ? Le temps passe. » « Vois-tu, André, je ne connais pas tout ce que tu as fait, mais seulement comme tout le monde ici. Raconte-moi cette histoire de ton isolement à Lyon, lorsque sur un vieux vélo et habillé en mécano, tu roulais de rue en rue à la recherche de tes contacts perdus. Bah, n'en parlons plus, va, donne donc ton verre. Et c'est ainsi que, tout bêtement, il m'arriva l'envie de raconter son histoire. Mais c'était toute une vie que j'avais là, devant moi, large comme le courage, forte comme l'héroïsme, tout un passé qui, de circonstance en circonstance, avait fait de cet homme-là, assis devant moi, choquant son verre contre le mien, un personnage hors série comme il ne s'en voit que dans les histoires de l'histoire. Nous parlâmes d'abord, et ensuite je ne fis qu'écouter. C'était un récit extraordinaire, un récit comme dans les livres de mon enfance, une épopée comme l'on n'en connaît qu'à travers des romans, avec cette différence que le personnage central était là, devant moi, de chair et d'os, bien vivant, avec un bon sourire éclairant son visage, encadré maintenant de quelques fils d'argent. Pourtant, cet homme-là avait été un enfant comme les autres, un enfant d'honnête famille française, comme des millions d'autres, un enfant qu'à prime abord rien n'avait désigné spécialement à vivre un rôle historique. Je m'en vais vous en raconter la destinée. Cet extrait est tiré du livre « Les chemins d'une destinée » de Jeanne Condette. Dans ce podcast, nous allons explorer la vie et l'héritage d'André Jarreau, un homme dont l'empreinte sur la commune de Lus, sur la ville de Montceau-les-Mines et sur la France entière reste indélébile. André Jarreau était bien plus qu'une simple figure publique. Il était un homme de vision, un leader qui a façonné son époque avec courage et détermination.
1909 à Lus, en France, d'un père cheminot et d'une mère couturière, André Jarreau était un homme aux multiples facettes. Mais avant de participer activement à la résistance et de s'engager en politique, il a également marqué l'histoire en tant que pilote de moto passionné. Dès son plus jeune âge, André Jarreau a été attiré par les moteurs vrombissants et la vitesse. Il a découvert sa passion pour la moto dans les rues de Lus, sa ville natale, où il passait des heures à perfectionner ses compétences de pilotage. La moto est rapidement devenue bien plus qu'un simple passe-temps pour André Jarreau. C'était une passion qui lui a permis de repousser ses limites, de défier l'adversité avec audace et volonté, et qui lui a permis de devenir un électromécanicien renommé à Chalon-sur-Saône. En tant que pilote de moto, André Jarreau a fait preuve d'un talent exceptionnel sur les circuits. Sa maîtrise de la machine et son courage sur la piste l'ont rapidement propulsé vers le succès. André Jarreau a participé à de nombreuses courses de renommée nationale et internationale, impressionnant les spectateurs avec ses performances et son intrépidité. Il a remporté de nombreuses victoires et a été champion de France de vitesse sur 500 cm3 en 1937, puis recordman du monde dans la même catégorie aux 24 heures moto en 1938. André Jarreau a ainsi inscrit son nom dans l'histoire du sport motocycliste. Mais pour lui, la compétition n'était pas seulement une question de gloire personnelle, c'était aussi une façon de repousser les limites, de se dépasser et d'inspirer les autres à faire de même. La carrière d'André Jarreau en tant que pilote de moto a pris fin lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Il est alors mobilisé au 3e régiment du Génie, le même régiment où il avait effectué son service militaire durant lequel il s'était blessé lors d'une réparation. Du fait de cette blessure, il est maintenu dans une unité auxiliaire. Il est fait prisonnier à Pont-du-Château, près de Clermont-Ferrand, le 22 juin 1940. Il réussit à s'évader après plus de 60 heures de détention. Il rejoint à bicyclette la ville de Toulouse, où il est démobilisé le 15 juillet 1940. Puis il rentre en Bourgogne sur une moto volée en Asie. Sa maison se situe sur la ligne de démarcation, qui vient alors d'être dessinée. Animé par un fort sentiment de patriotisme, il rejoint la résistance française dans le réseau Ali-France dès le début de l'occupation nazie. André Jarreau, alors jeune homme, n'a pas hésité à risquer sa vie pour lutter contre l'oppression. Il a utilisé ses compétences d'électromécanicien et son intelligence pour mener des opérations clandestines, sabotant les efforts de l'ennemi et fournissant un soutien crucial aux forces alliées. Il lui est en effet demandé de faire passer des hommes et des femmes en zone sud. Sous sa protection, ce sont près de 4000 agents des réseaux alliés et français, pilotes britanniques tombés en territoire ennemi et prisonniers évadés, qui ont pu passer la ligne de démarcation. Pendant des années, André Jarreau a vécu dans l'ombre, travaillant en secret pour déstabiliser l'occupant allemand. Sa détermination et son courage ont été des sources d'inspiration pour ses camarades de la résistance, et son nom est devenu synonyme de bravoure et de dévouement. Il passait en zone sud sans trop de problèmes, grâce à une voiture électrique fabriquée par ses soins. Une des batteries était fausse, et il y cachait des messages et des courriers. La vie dans la clandestinité était pleine de dangers. André Jarreau a été confronté à des risques constants d'arrestation, de torture et même d'exécution. Malgré tout, il a refusé de reculer, convaincu que la liberté et la justice en valaient la peine. André Jarreau a joué un rôle crucial dans plusieurs réseaux de résistance durant la Seconde Guerre mondiale, contribuant ainsi à affaiblir l'occupant allemand et à soutenir les forces alliées. Il était chargé de transmettre des messages radieux entre 1940 et 1941, en évitant les voitures de radiogoniométrie allemandes, qui pouvaient facilement trouver les signaux radiophoniques. Il a failli être arrêté à plusieurs reprises, mais a toujours su s'échapper à temps. En 1941, il établit un lien avec le réseau Libération Nord. Il se fait finalement arrêter par les nazis le 8 janvier 1942, mais faute de preuves et ayant réussi à faire croire qu'il n'était qu'un simple trafiquant du marché noir, il est relâché. En 1942, missionné par le Bureau central de renseignement et d'action, BCRA, qui était le service de renseignement et d'action clandestine de la France libre, André Jarreau forme le réseau Brandy avec Christian Martel, qui a pour but de constituer un réseau d'évasion de pilotes et de spécialistes d'aviation pour leur faire gagner l'Angleterre. Ainsi, il fera plusieurs allers-retours entre la France et l'Angleterre, s'engageant dans les forces françaises libres sous le nom de Jean ou Claude Coujon et rencontrant notamment le général de Gaulle, qui lui donnera pour mission en août 1943 de libérer Jean Moulin de la prison du Fort Montluc à Lyon. Malheureusement, arrivé sur place,
il apprendra que Jean Moulin a été transféré depuis plusieurs semaines dans une autre prison. André Jarreau a participé à de nombreuses missions de sabotage, comme la mission Armada, commanditée par le BCRA, consistant à saboter des postes électriques à haute tension de Germolles et de Lacroix dans la région industrielle du Creusot, de la centrale thermique de Saint-Marcel-les-Chalons et de la station de transformation du pont Jeanne-Rose près de Montchanin. Toutes ces opérations ont été un succès. André Jarreau était connu comme un saboteur hors pair. Il faisait en sorte de détruire tout ce qui pouvait aider les nazis dans leurs tâches inhumaines. Par ailleurs, André Jarreau, chef incontesté, a permis de débloquer des armes pour les différents maquis de Saône-et-Loire et il a participé activement à la libération du territoire. Le 9 juillet 1944, dans le cadre de la mission Cannelle, il est parachuté au-dessus de la Saône pour détruire le pont de Tourny afin d'empêcher le repli des troupes allemandes qui remontaient la vallée du Rhône. Celle qui le prend en charge au sol s'appelle Odette Boulanger, d'abord laitière puis résistante active. Elle deviendra Madame Jarreau et recevra la médaille de la Résistance. La dernière mission d'André Jarreau durant la guerre est assez floue. Il est parachuté derrière les lignes allemandes en tant qu'espion pour se renseigner sur les conditions de détention des prisonniers politiques. La participation d'André Jarreau aux différents réseaux de résistance témoigne de son engagement profond envers la lutte contre l'occupation nazie et de sa volonté de risquer sa vie pour défendre son pays. Ses actions héroïques dans la clandestinité ont contribué de manière significative à l'effort de guerre des Alliés et ont laissé un héritage durable dans l'histoire de la résistance française. André Jarreau a survécu à la guerre, mais ses épreuves l'ont profondément marqué. Son expérience dans la résistance a renforcé sa détermination à lutter pour un monde meilleur, et il a consacré le reste de sa vie à cette cause noble. L'héritage d'André Jarreau en tant que résistant reste un rappel poignant de la force de la volonté humaine et du pouvoir de la résilience face à l'adversité. Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage. Bravant la balle, bravant ces chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. André Jarreau s'engage en politique dès 1947 en devenant responsable du RPF de Saône-et-Loire. Il devient maire de Lue en 1953, puis maire de Montsolémine en 1965. Il est nommé ministre de la qualité de la vie en 1974 sous le gouvernement Chirac, puis est élu sénateur RPR de Saône-et-Loire en 1986. Parallèlement, il représente la France plusieurs fois à l'OTAN ainsi qu'au Parlement européen. Il restera toute sa vie marqué par les enjeux écologiques. Et en août 1992, il interpelle les médias à l'occasion du scandale provoqué par la révélation de l'introduction clandestine en France de déchets hospitaliers allemands et suisses. André Jarreau a consacré sa vie à servir sa patrie et à défendre les valeurs démocratiques, laissant derrière lui un héritage durable en tant que défenseur des droits de l'homme et leader politique engagé. Alors que nous nous souvenons d'André Jarreau, nous célébrons non seulement son engagement politique et sa bravoure pendant la guerre, mais aussi sa passion pour la moto et son désir insatiable de repousser les limites. Grand officier de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération, André Jarreau restera à jamais un symbole de courage, de détermination et de persévérance. Son héritage continuera d'inspirer les générations futures à poursuivre leurs rêves avec audace et conviction. Il est décédé le 21 avril 2000 à Lue, où il a été inhumé. Liberté, sur la grande route de la liberté, plus aucun doute hiver comme été, vous entendez de tous côtés, liberté, écoutez, sur la mer, les vagues dansent et dans le désert, les chameaux pensent que le plus doux des airs, en vérité c'est l'air de la liberté. Au blanc pôle Nord,
les ours polaires chantent mon air encore. Et le clair d'huissier, au clair de lune se trouve saisi de liberté. Liberté, si par le monde gronde liberté, un ouragan qui veut tout emporter, je jure de toujours te chanter liberté.